Depuis que je suis militaire, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang-fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Médecin. Je n'en avais encore que le titre. J'avais collé la vignette le matin même sur le pare-brise de ma 2 chevaux. Et mon diplôme était soigneusement rangé dans ma valise. Un diplôme tout neuf, sur lequel, peu auparavant, j'avais lu avec quelque orgueil, mais aussi avec appréhension, mon nom. À l'aube de l'humanité, la médecine est probablement née sur le seuil de la douleur. Comment soulager cette douleur? Comment la soigner? L'éliminer? Petite ou grande, elle dérangeait. D'un coup de bâton sur le crâne ou d'une série sur le dos de Sganarelle, avec le remède, le médecin était né. Écartez-vous un peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Où as-tu mal? Là. Étends-toi. Ah. Alors, docteur? C'est pas très grave. C'est une fracture du tibia. Il faut l'emmener à l'hôpital. Téléphonez à l'ambulance. Oui, docteur. Apportez-moi 2 lattes de bois, du coton et un vieux drap. Bon. Tous les jours, des hommes, des femmes, des enfants sont menacés ou frappés par la maladie, ou victimes d'un accident. Dès que l'alerte est donnée, très vite, tout est mis en œuvre pour protéger la vie du malade ou du blessé, pour soulager la douleur et pour rétablir la santé. La première opération chirurgicale connue, une amputation, remonterait au néolithique, entre 5000 et 2500 avant Jésus-Christ. Mais un néandertalien dont on a retrouvé le squelette en Irak, et qui vivait il y a environ 45 000 ans, avait lui aussi subi une amputation. Le bras droit lui manque. Les signes semblent indiquer que cela n'est ni un hasard, ni un accident. Des archéologues ont aussi retrouvé des crânes trépanés aux trous partiellement ressoudés. C'est là la preuve incontestable que l'issue de ces interventions effectuées du temps de la préhistoire n'était pas toujours fatale. Quelle que soit la civilisation, l'art de soigner est resté pendant longtemps un savoir approximatif qui s'en remettait à la magie, aux croyances des peuples et aux propriétés curatives des plantes. Les Grecs anciens comptaient de nombreux dieux et demi-dieux capables de guérir ou de provoquer des maladies. Zeus, son fils Apollon, mais aussi le dieu de la médecine Asclépios. Ses 2 filles, la déesse de la santé Hygie et Panacée,
celle qui guérit tout. J'avais eu quelques peines à trouver la maison du blessé. J'en eus plus encore à me faire ouvrir la porte. C'est le médecin. Il faut absolument que je fasse une injection antitétanique. Je n'ai jamais oublié le visage de cette femme, à la fois apeurée et hostile. Était-ce parce qu'elle ne me connaissait pas? Était-ce ma trop grande jeunesse? Alors, comment ça va? Je vais me faire l'injection de sérum pour éviter toute complication. Oh, Je compris lorsque le vieux refusa de me laisser faire l'injection de sérum. Vous risquez le... J'insistais, essayant de démontrer, d'expliquer. Mais il n'a jamais. C'est peut-être un autre langage, une attitude de plus brutale qu'il eût fallu. Rien n'y fit. Je dus m'incliner, mais j'enrageais de ce premier échec devant la bêtise et l'ignorance. C'est le médecin grec Hippocrate qui a séparé la médecine de la magie et qui a ainsi posé les bases de la médecine moderne. Il met en avant l'intérêt capital de l'interrogatoire et de l'examen du malade. Hippocrate pratique la chirurgie, le traitement des plaies et des fractures, les saignées, les purgatifs et les vomitifs, et utilise une pharmacopée mêlant matière minérale, végétale et animale. Et si on ignorait le mécanisme de la circulation sanguine ou de la respiration, la nécessité de remettre en place un os brisé ou une luxation avait permis aux médecins grecs d'acquérir une technique qui restera insurpassée pendant des siècles. Science incomplète, la médecine hippocratique est basée sur les mêmes principes que ceux des philosophes naturalistes du 5e siècle avant Jésus-Christ, la théorie des 4 humeurs. Tout corps est composé de sang, du phlegme ou pituite, de la bile jaune et de la bile noire ou atrabile. Du chaud et du sec prédominant provient la colère, du chaud et humide le sang, du froid et humide le phlegme, du froid et sec la mélancolie. Si la santé reposait sur l'équilibre, la maladie, elle, était d'abord un déséquilibre dû à l'excès d'une des composantes du corps ou à un excès de chaud, de froid, de sec ou d'humide. Le médecin du Moyen-Âge et de la Renaissance, sa conception reposait sur la théorie des 4 humeurs. Souvent, on entend dire oui, au Moyen-Âge, il n'y avait aucune anatomie. C'est tout simplement que les médecins n'en avaient pas besoin. Ils auraient été aussi capables que les autres de faire de l'anatomie, mais tout simplement, ils expliquaient le corps humain par les 4 humeurs. Donc, ce n'était pas utile de disséquer un corps. Quand Harvey a découvert la circulation du sang, on a dit c'est pas possible, c'est pas vrai. Galien n'a pas pu se tromper, et même à la faculté de Paris, c'était toujours pour Galien. Il peut paraître évident à tout le monde aujourd'hui que le sang circule, mais il faut savoir qu'avant c'était comme un mouvement de marée. Qu'en médecine, on vivait toujours sur les idées d'Hippocrate et de Galien. À la fin, il y a un doyen qui disait c'est pas que Galien se soit trompé, c'est l'homme qui a changé. Je trouve ça très beau, parce que c'est aussi une idée d'évolution qu'on n'avait pas à cette époque. Mais de dire que Galien s'était trompé, c'était inimaginable. On ne renversait pas les dogmes comme ça. Il était impossible de renverser les idées de Galien ou d'Hippocrate. Sans vous, tous les hommes deviendraient malsains. Sans nous, tous les hommes deviendraient malsains. Au Moyen-Âge, en fait, jusqu'au XIXe siècle, le médecin déjà touchait peu le malade. L'auscultation n'était pas là, on parlait, c'était du verbiage, comme on dit, c'était un petit peu les médecins de Molière d'ailleurs, faut bien le reconnaître, mais à l'époque on parlait latin, donc ce qui donnait en plus aux médecins une certaine aura, puisque personne ne comprenait ce qu'il disait. On ne touchait pas le malade, à la limite on mirait ses urines, mais on ne touchait pas le malade. Alors qu'au XVIIIe siècle, les chirurgiens
ont traité le malade comme un objet, ils l'ont palpé, ils l'ont retourné, on l'a vraiment collé de très très près, on l'a utilisé comme un objet, on a fait parler son corps. Alors que le médecin ne touchait toujours pas au patient. Le patient se racontait et c'est tout. Mais au XIXe siècle, ça a été le contraire. Et certains médecins disaient « on ne veut plus écouter son babil ennuyeux, on le veut complètement muet, on ne veut plus l'entendre parler. » Pourquoi ? Parce que la médecine était devenue scientifique et que les médecins pensaient être à l'égal des mathématiciens, des physiciens, et qu'on pouvait à la limite se passer du malade, que c'était inutile que le malade se raconte, puisque de toute façon, il ne savait pas du tout se raconter. Selon ces médecins, bien entendu. La gale, la rogne, la tigne, la fièvre, la peste, la goutte, vérole, descente, rougeole. Ô grande puissance de leur piété. Je me suis installé un dimanche parce que c'était la médecine de garde, parce qu'on faisait les gardes à ce moment-là. Et ça m'a permis d'avoir mes premiers clients. J'en ai eu 7 le premier dimanche, où j'étais de garde. Et je les ai gardés tous les 7 comme clients. Alors j'étais content, Madame, voulez-vous déshabiller cet enfant? Oui, docteur. Vous l'amenez consulter pourquoi? Pour quels symptômes? Écoutez, j'ai remarqué qu'il avait énormément de fièvre depuis 2 jours. Oui. Est-ce que vous avez constaté l'existence de troubles digestifs particuliers? Non, docteur, pas du tout. Quels sont les symptômes particuliers que vous avez pu voir? Écoutez, il se plaint seulement de la jambe droite. Bien. Nous allons faire monter sur la table. Nos anciens disaient que si vous n'avez pas un ou 2 diagnostics à la fin de l'interrogatoire, vous ne comprendrez jamais rien. Et c'est vrai que si vous n'avez pas bien interrogé votre patient, c'est que vous n'avez pas saisi ce qui se passait. Est-ce que tu as mal? Madame, devant l'existence de cette douleur très vive, vous êtes obligée d'hospitaliser. C'est grave, docteur? Eh bien, ça nécessitera au moins 15 jours d'immobilisation. Il faut qu'il y ait un état de confiance, ça c'est certain, entre la famille, le malade et le médecin. Quand c'était quelque chose d'important, c'est moi qui imposais la thérapeutique et, si vous voulez, le suivi. C'est-à-dire, je disais, je reviendrai demain, ou je reviendrai ce soir. Quand les malades qui me connaissaient bien m'entendaient dire je reviendrai ce soir, ils savaient que je n'étais pas tranquille. On la trousse? Attention, elle la laisse pas tomber. Alors là-dedans, il y a des petits instruments, surtout pour les enfants, là. Un otoscope, examiner le nez, les oreilles, des nourrissons surtout. Puis alors, il y a des stéthoscopes pour ausculter, le marteau à réflexe, il est joli celui-là. L'appareil à prise de tension artérielle. Puis alors là, j'avais la possibilité pas de faire une chirurgie, de rendre service à un malade qui avait un petit abcès ou qui avait un petit bouton qu'il fallait inciser. Alors j'avais quelques petits instruments. C'est une époque, on a commencé en 51. La faculté, on avait les cours théoriques et surtout on avait tous les matins l'exercice médical dans les services. Des patrons qui faisaient ce que l'on appelait la propédeutique. C'est une empreinte de ce matin. Voici les radios. Avez-vous les résultats des laboratoires? Un certain nombre de confrères, de vieux confrères, ponctuaient toujours leur consultation en disant aux gens « Qu'est-ce que vous croyez que vous avez ?» Ils étaient intéressés de savoir ce qu'ils pensaient eux-mêmes. Alors, M. Chasson, qu'est-ce qui vous amène?
Il y a longtemps qu'on ne s'était pas vus. Voilà, docteur. Au début, je croyais que j'avais mangé trop de cerises. Mais ça continue. J'ai toujours mal au ventre. Ma femme, elle voulait que je vienne. Et votre fille, comment ça va maintenant? Oh, elle, ça va. Respirez. Là, je vous fais mal? Non. Il faut faire des diagnostics précoces, très rapides. C'est compliqué d'interroger un malade. Parce qu'il ne faut pas lui faire dire ce qu'on voudrait qu'il dise. Il faut écouter ce qu'il dit et en déduire les choses qui sont importantes pour la maladie qu'il couvre ou qu'il a, qui a explosé. Et vos bêtes, elles n'ont pas eu la fièvre afteuse, non? Ah ben non, pour ça j'ai eu de la chance, parce que cette année, il y a bien... Il s'implante vraiment, le médecin de famille, dans les années 1880. Il a le vaccin, la seringue, vous avez les piqûres, et puis vous avez aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, le célèbre thermomètre. Donc vous avez un médecin qui maintenant a un pouvoir, a un savoir, il sait soigner, il peut prévenir les épidémies, il va vous vacciner, il va vacciner tous les enfants, que ce soit à l'école, que ce soit dans la famille. Il connaît tout le monde, il est pourvu de médicaments. C'est un médecin qui maintenant possède beaucoup plus de choses. Il a plus de pouvoir et beaucoup plus de connaissances. Mettez-lui une compresse d'eau froide vinaigrée sur le front. À l'épidémie de grippe asiatique de 1956, j'ai eu fait 71 visites dans la journée, à domicile, en fermant mon cabinet, mais tout le monde avait 42 fièvre. Il fallait monter les étages, en se disant, attention, c'est peut-être pas une grippe que tu vas avoir, pour ne pas se laisser influencer par la maladie épidémique. L'hiver est venu avec son habituelle ration de rhume, de bronchite, de grippe. Je n'avais plus le loisir de penser à autre chose qu'aux malades qui m'appelaient de jour et de nuit. Je ne trouvais même plus de temps pour mon ami Jean-Louis. C'est là, lorsqu'on se trouve seul en face de la maladie, qu'on mesure pleinement le sens du mot médecin. La place du médecin, quand on regarde l'évolution de la société telle qu'on peut la caricaturer, on disait toujours que dans nos villages, il y avait le curé, le médecin et l'instituteur. C'était les trois notables, parce que chacun avait son savoir, que personne ne pouvait le partager véritablement. Et que quand les gens le partageaient, ils montaient à la ville. Le bachelier, il en savait plus que l'instituteur, et en général, il passait à la ville. Les films nous montrèrent les visages et l'œuvre des savants qui ont cherché les moyens de lutter contre les maladies infectieuses. Ils sont parvenus à isoler, à identifier les germes. On ne répétera jamais assez les noms de Jenner, Pasteur, Roux, ceux de Koch, de Calmette, de Guérin. 1520. Un seul soldat de l'armée norvège apporte la variole à Mexico, résultat 3 500 000 morts. 1796. Un médecin britannique, Edward Jenner, découvre le moyen de prévenir efficacement l'effroyable fléau. Jenner pratiquait alors une méthode dite variolisation, et qui consistait dans l'inoculation pure et simple de germes de variole. La génération spontanée est une chimère. C'est en 1861 que Louis Pasteur démontre que les micro-organismes ne proviennent pas d'une génération spontanée, que l'infiniment petit peut être observé et traqué pour ce qu'il est. Bactéries, virus, microbes, jour après jour sont découverts, analysés et répertoriés. Ce qui cause l'épidémie, c'est la médecine et son personnel qui transporte le microbe d'une femme malade à une femme saine. J'ai une peur terrible.
c'est de mourir avant qu'on ait découvert ce microbe-là. Le voilà, votre microbe! Pasteur met la microbiologie au service de la médecine et de la chirurgie. L'étude des agents infectieux et des maladies qu'ils provoquent devient alors la priorité des instituts. Les chercheurs de l'Institut Pasteur, berceau de la microbiologie, de l'immunologie et de la biologie moléculaire, dévoileront l'origine de la rage, de la peste, de la diphtérie, du tétanos, du typhus, de la fièvre jaune, de la tuberculose, de la poliomyélite et encore de l'hépatite B et du sida. On savait depuis longtemps que l'hygiène et la propreté étaient importantes, mais maintenant on comprenait pourquoi, et il fallait en informer au plus vite la population. Comme l'eau, le lait peut aussi transmettre la fièvre typhoïde. Malheureusement, les fermes modèles sont rares, et la traite des vaches mal tenues se fait souvent sans précaution, dans des lieux parfois malpropres. Bien bouilli, cependant, il n'est pas dangereux. Mais sait-on le faire bouillir convenablement? 10 minutes au moins, après avoir crevé la peau quand il monte. Encore faut-il le mettre à l'abri de la poussière, de la chaleur et des mouches. Quel milieu favorable pour le développement des microbes. Maman, vous que la santé de votre enfant préoccupe à chaque instant, croyez-vous toujours pouvoir l'empêcher de commettre une imprudence? Il sort de classe, vous croyez bien tranquille. Pourtant, regardez un peu ce qu'il va faire. Se rend-il compte du danger qu'il court? Évidemment non. Il ignore que l'eau non potable peut contenir un bacille redoutable, le bacille d'Hébert, germe de la fièvre typhoïde. On ne connaît pas assez les ravages que ce microbe peut causer dès qu'il a été introduit dans l'organisme. Pénétrant par la bouche, il suit le tube digestif, franchit l'estomac et vient se fixer au niveau de l'intestin grêle. Il y détermine des troubles importants accompagnés d'une fièvre intense, d'où son nom de fièvre typhoïde, qui provoque des ulcérations de l'intestin, des hémorragies internes et parfois même la perforation intestinale, accident de la plus extrême gravité. Si un cas vient à se déclarer, votre devoir est de faire hospitaliser immédiatement le malade pour éviter toute contagion. Mais le seul abri vraiment sûr et qui vous protégera efficacement, c'est la vaccination. Faites-vous donc vacciner et faites vacciner tous les membres de votre famille, surtout si l'un d'eux contracte la maladie. Tu me fais une sale blague? J'ai besoin de toi, moi, pour porter ma trousse. Ouvre la bouche. Théa? Encore? Il a la gorge très blanche. Je vais faire un prélèvement et une injection de sérum par sécurité. Comment votre enfant peut-il contracter la diphtérie? Oh, très facilement, hélas. Un simple sucre d'orge échangé, cela suffit. La diphtérie est causée par le bacille de Klebsiella. Elle se manifeste souvent par une angine à fausse membrane, traitée généralement par le sérum. La maladie guérit en quelques jours si l'injection de sérum est faite assez tôt. Si les fausses membranes gagnent le larynx, c'est le croup, entraînant la suffocation et parfois l'asphyxie. Une bousculade en sortant de classe, une poursuite, une chute, un genou simplement écorché et c'est peut-être le tétanos. Le bacille de Nicolaïère, germe du tétanos, se rencontre surtout dans le fumier et les déjections d'animaux, mais il peut exister partout sur le sol. Ce microbe secrète un poison. La toxine se diffuse le long des nerfs et gagne le bulbe et le cerveau. La maladie se manifeste tout d'abord par la contracture des muscles de la mâchoire et le malade ne peut plus s'alimenter. Les contractures peuvent s'étendre à tous les muscles et présenter des crises ou paroxysmes. Cette période de la maladie est horriblement douloureuse. La température est très élevée et l'évolution en est très souvent mortelle. Un simple clou dans une chaussure peut la provoquer. Ayez soin de désinfecter immédiatement les plaies, même légères, avec de l'alcool ou simplement de l'eau de vie. Et si la plaie est douteuse, n'hésitez pas à prendre l'avis du médecin. Mais surtout, protégez vos enfants en les faisant vacciner. La vaccination. Combien de vies humaines vont être préservées désormais grâce à elle? En France, une loi prévoyante, votée par la Chambre des députés et le Sénat en juin 1938, a rendu la vaccination obligatoire pour tous les enfants,
Dans les écoles, des séances de vaccination présentant toutes les garanties désirables sont régulièrement organisées. Après l'analyse d'urine, chaque enfant, muni de son carnet de vaccination, subit un examen médical approfondi. Et c'est enfin la fameuse piqûre tant redoutée et parfaitement indolore pourtant, comme le prouve cette petite écolière parisienne, se prêtant de bonne grâce à ce qui n'est en définitive qu'une simple formalité. En effet, si par malheur, comme ce petit malade, votre enfant contractait la maladie, ce serait votre faute, à vous seuls, parents. Aidez au contraire vos enfants à conserver cette vitalité, ces mines réjouies qui sont le signe certain d'une parfaite santé, ce bien précieux entre tous, qui fait les enfants vigoureux, puis les hommes robustes, amis de l'effort, solidement armés pour la vie, et dont la France a besoin pour assurer avec son avenir son relèvement complet et définitif. Profitez du printemps, de vos bosoms, aimable jeunesse. Profitez du printemps, de vos bosoms, donnez-vous à la tendresse. Le plaisir est plus charmant sans l'amoureuse flamme pour contenter une âme, non point d'attrait assez puissant. Profitez du printemps, de vos Comment va l'hématome de cette nuit? Il va bien, monsieur. Sa tension s'est maintenue à 14. Très bien. Faut-il le mettre aux antibiotiques? Oui. Commencer la radiothérapie. Ah bah oui, bien sûr, assurez-vous avant que tous les examens soient terminés. Longtemps, par exemple, nos malades étaient hospitalisés en clinique privée, on allait les voir tous les jours. Et il n'était pas question d'honoraires. On allait les voir pour savoir si ça s'était bien passé, s'ils allaient bien. Puis ça leur faisait plaisir aux gens. Ça aussi, c'était le côté humain, si vous voulez. Maintenant, ils ne le font plus. Ils n'ont pas le temps, d'ailleurs. Et quelquefois, la nuit, je me réveillais, puis j'étais tellement fatigué, je me rendormais. 5 minutes, je me demandais si j'étais allé faire la visite ou pas. Le médecin de famille, c'est celui qui va servir de conseiller à toute la famille. C'est celui qui va rentrer dans son intimité, qui va être au courant de tout. Surtout à une époque où il y a 2 terribles maladies, 19e siècle, début 20e, que sont la tuberculose et la syphilis. Il sera au courant de tous les secrets de la famille. Il faut savoir que jusqu'au début des années 1920, quand une jeune fille était tuberculeuse, ça faisait partie des maladies honteuses. À cette époque-là, c'était donc considéré comme une maladie générale, de l'état général. Elle n'était pas individualisée, c'était une maladie qui faisait partie de toutes les fièvres. On savait qu'on ne revenait pas de la tuberculose. Docteur Vallier, bonsoir. Bonsoir, docteur. Vous aimez la montagne? Je pourrais l'aimer, ailleurs que d'une chaise longue. Vous êtes immobilisé momentanément. Lorsque vous serez guéri, rien ne vous empêchera. Guéri? Vous ne croyez pas à votre guérison? Je sais que la tuberculose n'est pas guérissable. Vous ne savez rien du tout. La tuberculose est guérissable. Je crois, voyez-vous, que pour pouvoir lutter en soi-même contre la maladie, il faut d'abord la bien connaître. Je vais vous parler un peu de la tuberculose. Remontons de 100 ans en arrière. Certes, à cette époque, un phtisique, comme on disait alors, était condamné. Chopin est un des cas les plus célèbres. Il fut soigné par les plus grands médecins de son époque, comme on soignait alors. Quand on savait être en présence de la maladie, elle n'était déjà plus traitable. Le médecin de ce temps se contentait d'ailleurs, pour tout examen, de regarder le malade. C'est en 1882 que le savant allemand Robert Koch découvre le premier le bacille de la tuberculose et l'identifie avec certitude.
Ces redoutables bâtonnets portent désormais le nom de bacilles de Koch. Nous sommes en présence d'un parasite visible et tangible. Voilà comment en 60 ans fut percé enfin le mystère de la tuberculose. C'est par la voie respiratoire que le microbe pénètre le plus souvent. Par la toux et le crachat qu'il est le plus souvent transmis. Un malade peut rejeter en un jour 7 à 20 milliards de bacilles. On a cru longtemps la tuberculose héréditaire parce que le jeune enfant, vivant dans un milieu tuberculeux, ne tarde pas à être infecté. La mère tuberculeuse fait courir inconsciemment à ses enfants un danger de mort. Il y a les remèdes, les antibiotiques nous ont donné une force de vaincre très importante. Le miracle des antibiotiques, c'est leur capacité de dérégler le métabolisme de certains micro-organismes sans affecter les cellules humaines. Leur arrivée dans le domaine de la thérapeutique fut spectaculaire. Avec la découverte en 1944 de la streptomycine, un antibiotique contre la tuberculose, la maladie pouvait être combattue directement. L'humanité disposait désormais de remèdes extrêmement efficaces contre les fléaux qui l'accablaient depuis des millénaires. La vaccination et les antibiotiques ont radicalement bouleversé notre perception de la maladie. La cutiréaction, cette petite griffe de plume tant redoutée que l'on subit dans les écoles, permet simplement de déceler les sujets déjà porteurs des anticorps nécessaires pour combattre la tuberculose et ainsi lutter contre ces maladies infectieuses qui faisaient tant de ravages. La tuberculose revient ces temps-ci, paraît-il. On parle de tuberculose et surtout l'apport des populations extérieures. En 1947, la variole est décelée chez un vieillard de 88 ans n'ayant jamais été vacciné. Outre sa sœur, qui vivait chez lui, une voisine qui aide à le transporter dans une ambulance et un électricien venu faire des réparations à son domicile, il contamine aussitôt 8 enfants non vaccinés. Immédiatement, les pouvoirs publics entreprennent une campagne énergique. Les habitants de l'immeuble suspect sont vaccinés d'office. Par voie de presse, de radio et d'affiches, la population est invitée à se rendre aussitôt dans les centres de vaccination. Partout, l'appel a été entendu. Les Parisiens viennent en foule se faire vacciner. 3 millions de doses de vaccins sont administrées. Et 3 semaines après l'apparition du premier cas, l'épidémie est jugulée. Elle n'aura fait au total que 2 victimes. Le vaccin est notre seul moyen de défense contre la variole. Mais aujourd'hui, un nouveau problème se pose. La rapidité de nos moyens de transport met notre pays à quelques heures seulement des contrées où la variole sévit encore à l'état endémique. Le danger est, pour ainsi dire, à notre porte. Pour prévenir toute surprise, l'Organisation mondiale de la santé diffuse chaque jour un bulletin épidémiologique mondial avertissant les ports et aérodromes des mouvements d'épidémie. Mais l'emploi généralisé des antibiotiques en médecine depuis 50 ans a fait apparaître une résistance aux antibiotiques chez des bactéries qui auparavant y étaient sensibles. En 1999, on estime que sur les 8 millions de nouveaux cas de tuberculose dans le monde, 3 millions de vies ont cessé. Et pourtant, l'humanité n'a jamais eu autant de moyens pour appréhender les maladies. Apparue il y a une trentaine d'années, l'échographie a une part importante dans l'imagerie médicale. L'échographie est une technique utilisant les ultrasons et sans effet néfaste connu à ce jour. C'est l'écho de ces ultrasons correspondant aux différentes structures rencontrées qui est analysé par un ordinateur et restitué en temps réel sur un écran. L'examen ainsi réalisé du fœtus permet d'observer sa vitalité, battements cardiaques, mouvements, de surveiller sa croissance, d'apprécier la morphologie de certains organes et aussi d'observer l'environnement du fœtus et la circulation sanguine entre la mère et le bébé. L'échographie est avant tout pour les parents un merveilleux moyen de rencontrer bébé avant la naissance. Il y a à peine 50 ans, aller aux consultations préventives, faire voir régulièrement son enfant, pourtant bien portant, pouvait encore sembler inutile. Mais c'est là une des conséquences des progrès réalisés par la médecine.
Par un examen complet, une observation stricte des faits et l'écoute attentive des plus petits signes, le médecin a aujourd'hui les moyens de découvrir ce qui demain pourrait devenir un handicap majeur pour le patient. Le médecin doit concilier l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Le médecin est au service de l'individu et de la santé publique. Il exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. La grande révolution du XXe siècle est que l'on ne vient plus voir uniquement son médecin pour soigner une maladie déclarée, mais aussi pour prévenir celle que l'on pourrait développer. Cette consultation a aussi pour but de conseiller utilement les mamans. Par exemple, les encourager, au moins pendant les 4 premiers mois suivant la naissance, à l'allaitement maternel, le seul qui fournisse à l'enfant le lait le mieux adapté, le plus propre, toujours à la température voulue, puisque le lait de la mère est exactement fait pour son enfant. Lorsque la mère allaite son enfant, elle reçoit des primes d'allaitement. Si l'impossibilité d'allaiter est reconnue par les médecins, la mère peut toucher alors des bons de lait gratuits. Respire. Respire plus fort. Tourne-toi maintenant. Viens plus près de l'écran, là. Eh bien, tout va très bien. Soyez tranquille, madame. Votre enfant est bien portant. J'ai eu mon appareil de radioscopie que j'ai fait installer. Ça m'a permis de faire des diagnostics précoces et puis de confirmer ce que je pensais ou d'infirmer ce que je croyais. Donc, c'est-à-dire d'être bénéfique pour le malade. Si, ça m'a rendu d'énormes services. C'est pour ça que moi, j'avais tenu à l'avoir. Seulement, on ne peut pas tout faire, vous comprenez. Par exemple, un enfant arrivé, il avait un traumatisme. Quelquefois, on hésitait entre une entorse ou une fracture. Je passais son petit bras derrière l'écran, je voyais la fracture. Je disais à la maman, je ne peux pas le faire maintenant. Il faut que vous alliez trouver le chirurgien qui va vous arranger ça tout de suite. J'aurais pu penser qu'il n'y avait pas de fracture, parce que cliniquement, ce n'est pas toujours évident. Lui mettre en plâtre, et donc perdre peut-être 15 jours dans la thérapeutique. Et au bout de 15 jours, on se serait aperçu que j'avais commis une erreur. On a recours à l'examen radiologique, soit en scopie, soit de préférence en graphie, examen qui donne de précieux renseignements sur les appareils pulmonaires et cardiovasculaires, comme sur les troubles de la statique vertébrale présentés par certains sujets. Respirez. L'arrivée de la radiologie a été une véritable révolution. Découvert il y a environ 100 ans par Willem Conrad Röntgen, le rayonnement X marqua le début de l'imagerie radiographique. L'image radiographique obtenue varie en fonction de la nature du tissu traversé et de sa capacité d'absorption du rayonnement émis. Ainsi, une structure dense, comme les os, apparaîtra plus blanche sur ces clichés, contrairement à une structure aérée que sont les poumons qui, elle, apparaîtra en noir. Cette découverte permet à de nombreux patients de bénéficier d'un diagnostic et parfois d'un traitement qui, il y a encore quelques années, ne pouvait être réalisé que chirurgicalement. On arrivait à détecter des choses extraordinaires. De profil, un jour, une jeune maman s'est mise de profil. Je lui ai demandé, elle toussait, je voulais voir si elle n'avait rien. Là, elle n'avait rien au poumon, et puis tout d'un coup, en la mettant de profil, j'ai vu l'image de son sein, et elle avait un cancer du sein. Et elle avait une tumeur qui était grosse comme ça. Déjà parce qu'un peu trop tard. Mais si je ne l'avais pas fait, elle n'allait pas chez un chirurgien pour ça. Donc elle aurait perdu encore un peu plus de temps. Non, ça rend des services quand on peut investir comme ça. Maintenant, c'est certain que l'idéal, c'est la médecine en clinique ou la médecine d'hôpital qui permet d'avoir plusieurs thérapeutes ensemble, plusieurs cliniciens ensemble, et qui décident après
de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils croient, ainsi de suite. Ça, je pense que c'est l'avenir de la médecine. L'étude de la radiographie de ce blessé, par exemple, donnera le moyen au chirurgien de réduire sa fracture dans les meilleures conditions. Le chirurgien est prêt. L'intervention aura lieu, elle aussi, sous radio. Le corps étranger apparaît nettement sur l'écran. La sonde, dirigée dans sa marche par les rayons X, arrivera aisément au contact du corps étranger. La clarté du champ opératoire, unie à la dextérité du chirurgien, rendent l'intervention plus facile. D'autres affections réclament une localisation plus précise. Le tomographe que l'on voit fonctionner ici permet de pratiquer des vues en coupe de l'organe. Une simple manœuvre de l'infirmière et chaque radiographie ira rejoindre le fichier personnel du sujet permettant d'établir et de surveiller sa courbe de santé. Quel chemin parcouru depuis le début de ce siècle? Le premier tube à rayons X n'offrait alors aucune protection et le praticien, ignorant le danger qu'il courait, opérait à découvert. Plus tard, certains s'entourèrent d'un véritable vêtement de plomb qui leur donnait cette étrange apparence. Cette gaine de plomb qui entoure le tube est le premier pas vers les perfectionnements du matériel utilisé aujourd'hui. Aujourd'hui, un réseau de protection met à l'abri contre tout danger de rayonnement direct des rayons X l'ouvrier qui construit le matériel et aussi le personnel hospitalier qui l'utilise. On a pensé qu'on faisait prendre trop de rayons aux malades. Alors on a supprimé les scopies et on a fait que de la graphie, c'est-à-dire des images sur papier. Alors ce sont les rayons qui m'ont brûlé. Ça a commencé quand j'étais externe chez le professeur Jambon, où avec le professeur Denis Brunel, on voyait des kyrielles d'enfants qu'il fallait envoyer en colonie. Il fallait certifier qu'ils n'étaient pas tuberculeux. Pour certifier qu'ils n'étaient pas tuberculeux, il fallait les passer en scopie. Alors le gosse, lui, il y passait une fois dans sa vie. Nous, c'était tous les jours 30, 40 enfants. Vous mettiez pas les gants. Ah, mais vous mettre les gants. Puis l'autre, le gosse qui ne voulait pas se tenir comme il faut derrière l'écran. Tourne-toi à droite, à gauche, il ne pouvait pas. On se déshabillait et puis on le tenait. Les gosses avaient peur de ces gants et puis c'était froid contre la paroi thoracique. Ils avaient peur dès qu'on les touchait. Et voilà, c'est les aléas du métier. Mais fait, je ne regrette rien. Mais les rayons X ne se contentent pas de guider le praticien dans ses recherches. Ils sont aussi, et par excellence, l'arme de défense contre le cancer. Un malade subit ici une séance dite de thérapie profonde. Les tissus cancéreux sont plus sensibles aux rayons X que les tissus normaux. On parvient ainsi à détruire les cellules cancéreuses sans altérer les cellules saines qui les entourent. Rappelons-le, un cancer traité à son début est le plus souvent guérissable. Alors, docteur. Dites-moi, madame, pourquoi ne m'avez-vous pas amené votre mère plus tôt? Plus tôt, mais elle ne se plaignait de rien, docteur. Comment? Elle n'ignorait pas l'existence de cette grosseur dans son sein, oui. Bien sûr que non, mais elle ne s'en préoccupait pas parce qu'elle n'en souffrait pas. J'aurais bien préféré pouvoir faire aussi autre chose, croyez-le bien. Mais à vous, je dois la vérité. Il s'agit d'un cancer. Oh mon Dieu, un cancer? Madame, s'il vous plaît. Monsieur? Qu'est-ce que le cancer, d'après vous? Ben, le cancer est une maladie qui ravage bien les personnes. Le cancer, c'est une tumeur. C'est une tumeur, à votre avis? Mais le cancer est une chose, n'est-ce pas, qui est assez grave pour les personnes qui en sont atteintes. Vous parleriez autour de vous? Oui, j'en parlerai parce qu'on a intérêt à en parler. Pensez-vous que le cancer soit héréditaire? Non. Non, pas du tout. Le cancer étant plus fréquent à un âge plus avancé, le nombre des candidats
si j'ose dire, au cancer étant plus grand, le nombre des cancers reconnus est également plus grand. Mais au fond, c'est une sorte de rançon des progrès de la médecine. Il y a une chose qui fait que tout d'un coup, vous sentez que vous faites un métier d'une difficulté extraordinaire. Enfin, une connaissance qui est venue me voir l'année dernière en juin, qui m'a dit mes amis me trouvent fatigué, je tousse, mais je vais pas mal. Bon. Et je ne sais pas pourquoi cette personne que je voyais pour la première fois à mon cabinet, j'ai eu l'idée de lui faire une radio des poumons. Elle avait un cancer des poumons. J'ai eu vraiment l'espèce d'inspiration qui a tenu à une petite phrase d'elle, mais qui, en temps ordinaire aussi, je l'avais suivie de façon habituelle. Ça m'aurait peut-être pas fait tilter, mais là... Avant tout, il vous faut un repos absolu. Dormir au moins 12 heures chaque nuit. Une sieste d'1h30 à 2 heures après les repas. Il n'est plus question de travailler non plus. Vous avez un enfant, je crois. Il faudra vous en séparer, du moins pour quelque temps. Soigner, c'est ça. Bouleverser une existence quand c'est nécessaire. Alors, Charles, tu ne manges pas? J'ai pas faim. Bah alors, sois gentil, mange un peu de purée. C'est quoi, on va me faire opérer? Mais oui, mon petit coco, on va rester quelque temps parmi nous, puis après, tu iras en convalescence. En convalescence? Mais en vacances? Oh, c'est un peu ça, tu sais. Moi, j'aime ma mère. Eh bien, justement, c'est là que tu vas aller, à la mer. Mon ami, vous êtes guéri. Vous pouvez vous marier. Merci, docteur. Il est guéri. Malheureusement, maintenant, la pénicilline a un peu perdu parce qu'on en a abusé. Et les microbes se défendent. Jusqu'où va-t-on aller? Parce que créer des molécules, c'est pas tellement évident. Les laboratoires travaillent bien, mais pour chercher chaque fois une molécule qui soit plus puissante que celle qu'on avait avant, pour que le microbe ne résiste pas, c'est difficile. Hein, c'est difficile. Il reste encore beaucoup à faire pour lutter contre les maladies. Mais déjà, grâce au progrès de la médecine et grâce aux médicaments, les hommes vivent en moyenne 2 fois plus longtemps qu'autrefois. De terribles maladies, comme la peste, la variole ou le choléra, ont presque entièrement disparu. Si une épidémie survenait, des stocks de médicaments existent qui permettraient de la juguler. D'autres maladies sont en régression, comme la tuberculose ou le paludisme. Le travail des équipes de recherche aboutit constamment à de nouvelles découvertes. Des médicaments plus actifs, mieux adaptés à l'organisme humain, viennent s'adjoindre aux médicaments anciens. Le médecin a sans cesse plus d'armes et meilleures pour lutter contre la maladie. On a pratiqué une médecine fantastique parce qu'elle était très humaine, mais je pense que la médecine scientifique l'emportera. Peut-être que le malade y perdra un contact humain, mais peut-être que pour le résultat, ce ne sera pas plus mauvais.
Parce que ce qu'il faut, c'est découvrir et guérir. Voilà, hein, ce sont les deux termes. Il faut découvrir ce qu'a le malade et guérir. Sans vous, tous les hommes deviendraient malsains. Moi, j'ai connu, je suis profondément persuadé, la belle époque de la médecine. Et c'est nous qui sommes le grand médecin. Et c'est nous qui sommes le grand médecin. Sans nous, tous les hommes deviendraient malsains. Veut-on qu'on rabatte par des moyens doux les vapeurs de la rate qui nous minent tous? Qu'on laisse Hippocrate et qu'on vienne à nous. Qu'on laisse Hippocrate, qu'on laisse Hippocrate et qu'on vienne à nous. Sans nous, tous les hommes deviendraient malsains. Sans nous, tous les hommes deviendraient malsains. Et c'est nous qui sommes le grand médecin. Et c'est nous qui sommes le grand médecin. Sans nous, tous les hommes deviendraient malsains. À moins que de suivre notre art plein d'appât, le chagrin vous livreront main du trépas. Et rien ne fait vivre que les doux ébats. Et rien ne fait vivre, et rien ne fait vivre que les doux ébats.